Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici pour partager mes réflexions, mes expériences. Alors, ce que je vais vous dire, c'est ici du travail qu'on fait sur le terrain depuis, bon, je dirais 5 ans, mais c'est plutôt 35-40 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, et je vais un petit peu dans, demain, ce n'est pas au même niveau de résolution, mais j'ai un petit peu continué ce qui s'est dit tantôt, en insistant sur le fait que il faut travailler, quand on parle de développement, sur le qualitatif, pas juste le quantitatif. Et puis, pour y arriver, il faut introduire ces préoccupations-là dans nos propres démarches, pas juste au niveau, en parler strictement au niveau conceptuel. Alors, je commence avec des énoncés que tout le monde connaît, s'entend, et répète sans toujours se questionner sur les incidences de ces définitions-là. Alors, une définition que j'utilise souvent pour présenter le développement local, je n'ai jamais vu beaucoup de gens chialer, donc c'est pas si mal comme concept, mais il y en a d'autres qui s'expriment autrement. Le développement local, c'est un processus endogène d'accroissement durable du bien-être d'une collectivité. C'est lourd, ça. On lit ça, puis c'est rien, mais quand on prend le temps d'y penser, bien, ça veut dire que le développement local, c'est émergent, c'est enraciné dans les gens qui sont là. Accroissement durable, ça veut dire que c'est dans le temps. Et c'est durable, c'est à court, moyen et long terme. Du bien-être d'une collectivité, c'est systémique, c'est social, c'est environnemental, c'est économique, c'est culturel, c'est tout ça quand on parle de développement. Autre définition, un petit peu plus opérationnelle, que j'utilise, par contre, d'autres fois, c'est le développement local, c'est un phénomène humain, centré sur l'action, valorisant le partenariat et l'esprit d'entrepreneurship. Alors, quand on est au niveau du développement local, on est sur le terrain. On ne travaille plus avec des structures, on travaille avec du monde. On ne peut pas aller plus bas. Donc, on parle de projet, on parle de stratégie. Les politiques et programmes, c'est à l'autre niveau. Alors, nous autres, on travaille avec les acteurs qui sont sur le terrain. Donc, on est dans une dynamique qui est toujours particulière, qui est toujours originale, qui est toujours spécifique, peu importe où on se trouve. Autre élément qu'on énonce de temps à autre, c'est l'objectif ultime d'une stratégie ou d'un projet de développement local, c'est non seulement la création immédiate d'emplois ou la réinsertion des groupes marginalisés, mais aussi l'accroissement du patrimoine collectif d'une collectivité et l'inscription durable de cette dernière sur une trajectoire de développement. Alors, ce qu'on dit, c'est que, bien, il n'y a pas juste du court terme, il doit y avoir du long terme. Le développement, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Alors, je reprends des éléments qui sont prenants dans ces trucs-là. On énonce ça un peu partout, on l'entend différemment selon les audiences, mais dans la pratique, lorsqu'on opère sur le terrain, souvent, ça ne marque pas notre façon de travailler. Alors, je vais essayer de mettre en évidence quelques éléments à cet égard-là. Alors, un phénomène humain, donc, c'est complexe. Quand on fait du développement local, c'est complexe. Alors, parce que ce sont des personnes qui font le changement, surtout dans des collectivités rurales qui sont plus petites, les institutions, les systèmes sont peu nombreux et puis n'ont pas les moyens. Donc, si on veut faire du changement, on travaille avec des personnes et quand on veut faire le changement, on va changer les personnes parce que les structures ne sont pas assez importantes. Alors, ça, juste dire ça, c'est très, très, très prenant parce que ce qu'on sait bien faire, c'est changer les structures, les descriptions de postes, faire un nouveau programme, etc. Mais pour travailler avec des gens, pour sortir du quantitatif, pour introduire le qualitatif dans nos préoccupations. Alors, ça veut dire que se développer dans une collectivité locale, c'est une sorte de processus d'éducation des adultes. C'est un système d'apprentissage. On amène les gens à prendre conscience, on les fait progresser, et puis on continue. Parce qu'on ne peut pas l'éclairer. Dans une entreprise, quand on veut faire un changement organisationnel, on peut prendre une zone problématique, la déplacer, puis mettre un groupe solution à la place. Mais dans une petite collectivité, on ne peut pas prendre le maire et le sortir du village. On ne peut pas mettre au pas l'entrepreneur qui crée tous les emplois dans le village en disant qu'il fait fausse route. Il faut travailler avec les gens, il faut les transformer. Et ça, on l'oublie souvent. On arrive des petits programmes, là, puis on propose des façons de faire sans
se questionner sur la capacité des gens de comprendre ce qu'on propose et puis de l'ingurgiter, l'absorber et puis en faire quelque chose qu'ils vont être capables d'utiliser. Donc, les gens bloquent. Donc, le développement, si c'est un processus d'éducation, ça prend du temps. Il faut être patient. Et là, je n'oppose pas développement et croissance, mais je les mets un à côté de l'autre. La croissance, c'est un regard à court terme. La croissance, c'est un gonflement. Quand je parle de croissance, j'ajoute des employés, par exemple, ou un quart de nuit, ça produit plus. Quand je parle de développement, c'est une transformation en profondeur. Une entreprise qui veut se développer, par exemple, va introduire des nouvelles pratiques de travail, des innovations technologiques, etc., ce qui fait que toute la recette change. Alors, quand je parle du développement d'une collectivité, c'est la même chose. Les structures mentales, culturelles, sociales, etc., tout change. Ça ne peut pas changer dans 1 an et demi. Il faut que ça s'inscrive dans le temps. Quand je travaillais sur des projets de l'ACDI à Haïti, on avait à un moment donné fait une espèce d'inventaire des différentes agences de développement du travail qui se faisaient sur le terrain pour voir comment les gens procédaient dans leurs projets et tout ça. Et les succès n'étaient pas toujours au rendez-vous. Mais il y avait les Allemands qui montraient des résultats fort intéressants. Mais les Allemands, il n'y avait pas de projet de 3 ans. Quand ils prenaient un projet, c'était 10 ans. Et puis, ils ne parlaient pas de résultats quantitatifs vraiment avant 5 ans. Alors, ils étaient dans un processus d'éducation. Ils transformaient les acteurs de la collectivité tranquillement pour, à un moment donné, créer une nouvelle culture du développement. Alors, si vous n'avez pas ce temps-là, vous posez des gestes concrets, mais vous revenez 5 ans après, tout a disparu. Ou à la première occasion, première crise, les gens ne se rappellent plus, ils n'ont pas appris à travailler, ils ne se sont pas transformés. Alors, c'est les anciennes recettes qui prennent le dessus. Ce temps-là, il est relatif selon les collectivités. Je suis intervenu dans plusieurs initiatives de revitalisation au Québec. Bien, il faut aller sur le terrain pour voir que ce n'est pas la même chose. La collectivité qui est en voie de dévitalisation parce qu'une entreprise a fermé a souvent encore toutes ses ressources, sa dynamique, ses compétences disponibles. Mais une collectivité qui graduellement a perdu son terrain au cours des années et s'est dévitalisée tranquillement, bien, il y a une bonne partie des ressources qui sont parties. Les gens se sont encroutés dans cette situation qu'ils n'ont pas vraiment sentie parce qu'elle est arrivée de façon rampante. Alors, ça va prendre plus de temps. Donc, si vous avez un échéancier dans votre programme qui est de 3 ans, peut-être que c'est assez, même trop, pour une collectivité, puis peut-être que c'est vraiment pas assez pour l'autre. Alors, il faut être capable de saisir ça et entrer ça dans nos préoccupations. Donc, les résultats de nos interventions ne peuvent pas se mesurer seulement par des indicateurs quantitatifs simplistes et axés seulement sur le court terme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important le court terme. Il faut poser des gestes concrets et avoir des petits succès pour être capable de maintenir un allant, pour introduire un changement plus important. Mais ces petits succès-là doivent faire partie d'une stratégie beaucoup plus large et d'un projet qui, lui, est beaucoup plus prenant comme tel. Alors, combien de fois on mesure les emplois créés, les entreprises lancées, les dollars investis, puis là, peut-être quelque chose sur l'environnement maintenant, mais on arrête là. C'est important, mais si les gens n'ont pas appris à se prendre en main, s'ils n'ont pas appris à apprendre, je veux dire, après chaque petite crise, les entreprises lancées vont fermer, puis ils vont attendre qu'un miracle arrive de l'extérieur encore pour venir les aider. Donc, il faut, lorsqu'on mesure les effets de développement, avoir des critères plus riches. Combien de fois j'ai parlé avec des agents de développement qui disent « Les gens ont loué mes résultats parce que j'ai réussi à atteindre les objectifs quantitatifs, mais je n'ai pas de place pour vraiment parler de ce que j'ai réussi à faire dans la collectivité en termes de transformation. » Et ça, c'est plus important parce que je les ai donné des filets de pêcheurs. Cette place, c'est que je ne suis pas capable d'additionner les bonheurs collectifs meilleurs
plus nombreux, etc., parce que c'est du qualitatif, et les gens sont mal à l'aise avec le qualitatif. C'est plus. J'ai participé récemment avec un groupe dans une région du Québec, c'était 7 municipalités dévitalisées. On avait un projet tout à fait spécial, avec un maximum d'autonomie. Vraiment, c'était quelque chose d'intéressant. Et puis, je pense qu'on a progressé dans le sens dont je vous parle aujourd'hui. Mais nos bailleurs de fonds ont commencé à être à l'aise quand on a commencé à compter des emplois. On leur disait comment on progressait, comment les gens commençaient à se prendre en main, puis qu'est-ce qu'on avait réussi, puis dans telle collectivité, on avait de la misère, mais là, on allait rejoindre le maire par la bande de ce côté-là, puis il y avait un ami dans lequel il y avait confiance, puis tout le travail de terrain qui fait, qu'on construit la confiance pour être capable à un moment donné de progresser, c'est du travail qu'on ne peut pas mettre dans un rapport facilement. Mais si celui-là, il ne se fait pas, l'autre n'arrive pas. Et puis, les bailleurs de fonds étaient confiants dans notre travail parce qu'ils nous avaient donné le mandat, puis ils nous avaient donné cette latitude-là, mais ils étaient inquiets parce qu'il fallait qu'ils fassent des rapports, eux autres aussi. Puis à coup, à un moment donné, on a commencé à compter des emplois, parce qu'à un moment donné, il y a des résultats concrets qui arrivent, tout d'un coup, les sourires se sont accrochés, alors que c'est juste une partie, et peut-être la plus petite partie des résultats probants du travail qu'on a fait pendant 3 ans. Alors, autre élément qu'il faut se rappeler, avec tout ce que j'ai de dire, c'est qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas dans le développement local. Les modèles à succès ne peuvent pas se répliquer. Ça marche dans un coin, c'est pas sûr que si je prends ça, ça va marcher chez nous. Parce que ce n'est pas le même monde. Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même dynamique. Pas plus que les théories existantes dans la littérature peuvent permettre de prédire avec justesse les résultats qu'on escompte. Alors, ça ne veut pas dire que c'est inutile. Ces éléments-là sont inspirants. On peut tirer des leçons de ce qui se fait bien à quelque part. Mais seulement, il faut savoir que c'est dans un contexte, il faut le récupérer. Même chose pour la théorie. Ça peut nous aider à questionner la réalité. Mais appliquer ça bêtement, ça va donner des résultats extrêmement décevants. À toutes les fois qu'on a un programme trop général qui nous arrive d'en haut, c'est ce qu'on fait. Il y a une théorie en arrière, puis on l'applique bêtement à tout le monde en pensant que tout le monde va faire dans le modèle. Alors, le développement local, c'est d'abord une stratégie qui repose plus sur des méthodologies et des pratiques. Des méthodologies qui disent, voici comment on va procéder, et puis on va aller chercher l'information ici, puis l'information là, puis un concept là, puis on va travailler avec notre monde, puis on va se construire une capacité d'intervenir, une capacité de se changer graduellement. Alors, mais là, je vous dis qu'il n'y a pas de recette, qu'il n'y a pas de modèle, puis je vais vous en présenter un. Il n'y a rien qu'un professeur d'université qui peut faire ça. On a le droit d'avoir 2 opinions différentes sur la même chose. Mais vous allez voir que ce que j'esquisse, ce n'est pas un modèle, c'est plus particulier, c'est plus une pratique que j'ai modélisée que quelque chose qu'une recette comme telle, qui s'adapte, qui se corrige aussi. En tout cas, voilà. Alors, s'il n'y a pas de recette, peut-on tout de même conceptualiser un cadre de référence qui nous aide à apprendre? Si on va sur le terrain et on doit apprendre des choses, alors quelles sont les préoccupations qu'on doit avoir pour être capable de progresser, puis de savoir qu'on apprend, et puis ensuite de tirer des leçons de nos erreurs, corriger, etc., parce que c'est pas vrai qu'on peut toujours improviser. Alors, quelque chose qui serait susceptible d'organiser notre action, nos réflexions, questionner nos pratiques, quelque chose qui pourrait nous aider à apprendre. Puis là, voici une tentative. La tentative, c'est 30 ans de réflexion sur le terrain. Alors, et puis, ça change tout le temps. Alors, les modèles, c'est la façon dont l'information s'organise en tirant des leçons de ce que vous faites. C'est pas tiré de la littérature. Si ça s'inspire à certains égards, c'est tirer des pratiques qu'il y a sur le terrain que, comme chercheurs, on post-rationalise. Alors, d'abord, commençons par un regard plus général. Alors, les collectivités locales, ce sont des systèmes sociaux en évolution. Alors, qu'on s'en occupe ou qu'on ne s'en occupe pas, ça va évoluer. Alors, on parle de développement local quand on veut intervenir dans cette dynamique naturelle. Alors ici, j'ai un petit graphique qui explique ce qui se passe dans toutes les collectivités. Alors, vous avez à la gauche la petite représentation du petit modèle. Chaque collectivité a un patrimoine. On a tous des ressources humaines, on a tous des ressources naturelles, des routes, une école, on a tous quelque chose. Il y a des collectivités qui en ont beaucoup, il y en a d'autres qui en ont moins. Il y en a qui ça va relativement bien, il y en a d'autres qui ça va relativement mal. Mais on a tous quelque chose. Et au gré
d'initiatives, de projets et d'événements, ben, ça va évoluer dans le temps, puis si on prend une mesure ou une lecture de la réalité, puis qu'on compare ça, on va voir que la collectivité est sur une trajectoire d'un type ou d'un autre. Alors, avant de parler de la trajectoire, bon, j'ai un petit concept en haut qui s'appelle dynamique locale. Ces changements-là, ce n'est pas juste des changements économiques, des changements liés aux entreprises, mais ce sont des changements d'ordre public. Par exemple, le service hospitalier, le service de santé, il a fermé, il a été centralisé dans le village voisin. Ben, crime, c'est un désastre chez vous, et puis ça va avoir des effets pervers. Ça peut être des initiatives associatives, communautaires, hybrides. Il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que les événements qui changent une société sont multiples. Pas juste du développement d'entreprise qui affecte le déplacement d'une collectivité. Et ce qu'on va voir, si on les compare, lecture en an 1, lecture en an N, en an 5 par exemple, on va voir que la collectivité est peut-être une trajectoire de développement. Alors on va voir qu'il y a un accroissement de la richesse et puis il y a une meilleure répartition de cette richesse-là qui, par exemple, se fait sur le terrain. Ou encore, on peut voir qu'il y a de la stagnation. On tourne en rond. Il y a des choses positives qui arrivent, il y a des choses négatives aussi, puis voilà. Ou encore, on peut lire une dévitalisation qui se produit, c'est-à-dire que la collectivité a des difficultés qui sont de plus en plus croissantes, et puis les jeunes s'en vont, etc., etc. Qu'on s'en occupe, qu'on ne s'en occupe pas, ces choses-là arrivent. Alors, qu'est-ce que je peux faire face à cette situation si je suis dans une collectivité? Je peux attendre en me disant que à long terme, il va y avoir un nouvel équilibre qui va se créer. Beaucoup de gens sont comme ça. J'étais là, mes parents étaient là. Bon, mes gars, ils vont aller ailleurs. Puis après, je veux dire, de toute façon, ils ne seraient pas restés chez nous. Parce que les écoles sont ailleurs, puis quand ils ont des blondes ailleurs ou des chums ailleurs, ils ne reviennent plus. Alors, puis là, on attend que ça passe. Puis il y a peut-être un miracle qui va arriver en cours de route. On peut réagir. Réagir, ça veut dire que quand j'ai une claque, un bobo, un événement, une crise, par exemple, on se mobilise, puis on essaie de trouver une solution. Les plans de reconversion industrielle, par exemple, qu'on fait de temps à autre, c'est ça. Il y a une entreprise qui ferme, on essaie de trouver moyen de lancer 2 ou 3 autres petites entreprises pour récupérer la main-d'œuvre et puis relancer l'entreprise. Le problème des réactions, c'est que on est à la merci des événements. On réagit, mais on est à la merci des événements. Mais on peut aussi être proactif, dire, écoute, je voudrais avoir une emprise sur ma réalité. Alors, à ce moment-là, je vais m'occuper de mon développement. Que ça aille bien ou que ça aille mal, je vais m'en occuper. Parce que ça peut aller mal, mais on va être plus compétent, on va avoir plus de moyens de se prendre en main. Alors, ici, j'ai 4 éléments qui constituent ce qui serait un modèle, mais j'ai juste un petit peu de temps pour vous présenter. Je vais mettre l'accent juste sur le premier point, puis le dernier point, pour faire le lien entre tout ce qui est qualitatif, quantitatif, etc. Pour dire que dans le fond, peu importe ce que vous faites, si vous ne ramassez pas les bonnes données, puis vous n'avez pas la bonne paire de lunettes pour regarder votre réalité, bien, tout ce que vous allez faire va être imprégné par l'information que vous avez. Alors, ce n'est pas compliqué. Donc, normalement, si vous voulez vous impliquer dans votre développement, vous allez faire 4 activités générales qui vont être, la première, identifier les forces susceptibles de porter le changement, parce que le développement, c'est du changement. Alors, c'est important d'identifier les forces susceptibles de porter le changement dans la collectivité. C'est important de mettre en place une gouvernance représentative et dynamique. Il faut travailler ensemble. Il faut orienter les choses. Bien, ça prend une gouvernance. Il faut susciter, accompagner des projets de développement structurants. Puis après ça, il faut questionner continuellement les résultats. Je prends juste les éléments du haut et les éléments du bas pour mettre en évidence mon point. Alors, c'est le même modèle, mais qui s'est enrichi des concepts que je viens de vous dire. Alors, vous avez des chocs qui arrivent de l'extérieur, et puis vous avez quelque chose d'un petit peu plus complexe. Le carré dans le milieu, c'est la structure d'accompagnement. Alors, il faut mobiliser, il faut construire des partenariats, il faut réfléchir, donner du sens, planifier, etc. Il faut s'organiser, se donner des outils. Ça, c'est toute la petite mécanique autour qui fait que les projets positifs, ils vont être plus positifs, puis les projets négatifs, ils vont être moins négatifs. Alors, ça, toute bonne agence de développement le fait consciemment ou inconsciemment, sinon ça ne va pas marcher. Alors, quelque part. Mais je ne vais pas me pencher là-dessus. Je vais commencer à parler
du capital stratégique et puis plus tard des résultats. Le capital stratégique, c'est un concept qu'on a, je ne dirais pas inventé, mais parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut lever la main et dire c'est nous autres. Alors, pas je connais avec ça, mais c'est celui qu'on a développé tranquillement dans le temps. Parce qu'on avait fait une expérience, ça a commencé, on a fait une expérience auprès de 14 municipalités qui étaient situées autour d'une ville qui était prospère. Mais eux autres, ils trouvaient que la prospérité, elle ne sortait pas beaucoup de la ville. Alors ils voulaient faire quelque chose. Alors, ils nous ont demandé d'aller dans chacune des municipalités voir si on ne pourrait pas les aider à se dynamiser, à faire des choses. Puis là, on a commencé, puis on a réalisé qu'il y avait deux sortes de municipalités. Il y avait une municipalité qui était prête à nous recevoir, et puis qui était contente, et puis qui embarquait avec nous autres. Puis il y avait d'autres municipalités qui se demandaient qu'est-ce qu'on faisait là. Alors, et puis, ce qui fait qu'on a décidé dans notre stratégie, c'est de travailler avec celles qui voulaient faire quelque chose, faire des modèles de réussite, puis après ça, revenir faire une boucle et dire, bien, les autres qui ont fait quelque chose, ça marche. Je dis, peut-être que par mimétisme, ils pourraient y aller. Puis c'est développé un discours. On a dit, bien, il y a des municipalités qui ont du capital stratégique, puis il y a d'autres qui n'en ont pas. Bon, mais c'était juste des intuitions, ça, le capital stratégique. On allait rencontrer 3 ou 4 leaders, puis on le savait. Alors, après ça, on a eu des projets en Jamésie, d'autres dans Laurentides, puis on leur a parlé de notre capital stratégique. On dit, on aimerait avoir des indicateurs. On aimerait que vous développiez le concept. Alors, on avait beau pas en parler. Alors, et puis, ce qui fait qu'on s'est mis à vouloir développer ce que ça voulait dire, et ça nous a donné cet élément-là. Alors, d'abord, quand on étudie une collectivité, il y a différentes dimensions, c'est systémique, il y a un capital humain, capital social, capital physique, capital économique. Le capital stratégique, ce n'est pas un nouveau capital, c'est les forces qui portent le changement, qui sont tirées des différentes ressources de la collectivité. C'est une mise en évidence. C'est pour ça que je l'ai mis en jaune, comme si c'était une lumière. Alors, il y a 3 éléments qu'on a identifiés dans le capital stratégique. D'abord, les atouts. Alors, les atouts, ce sont les éléments tangibles. C'est ce qu'on retrouve dans la plupart des documents de diagnostic d'une collectivité. Alors, vous savez, des données sociodémographiques, des données économiques, quelques données sur l'environnement, et puis, c'est ça, tout ce qui est tangible, tout ce qui se compte, en général, entre là-dedans. Alors, ça comprend le patrimoine bâti, naturel, économique. Ça peut être une infrastructure de loisirs, des ressources naturelles, un paysage d'exception, etc. Alors, je donne un petit exemple. À Sherbrooke, c'est le pôle universitaire, puis une concentration de sociétés conseils. Ça peut être un atout formidable pour l'innovation à Sherbrooke. Mais un atout, ce n'est pas un levier. Si j'ai une montagne, un lac, puis une autoroute, je ne suis pas pour autant une région touristique. Ce sont les gens qui vont faire de ces atouts-là des leviers de développement, qui vont le transformer. Alors, des atouts, il y en a partout. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Mais dans notre histoire, on a vu des communautés qui n'en avaient pas beaucoup, puis qui faisaient des miracles avec ce qu'il y avait, puis il y en avait d'autres qui étaient particulièrement bien dotés, puis tout le monde dormait au gaz. Alors, bon, parce qu'il y a une dynamique humaine qui est essentielle face à ces éléments-là. Ça, c'est le premier élément. Ce n'est pas nouveau. Comme je vous dis, on retrouve ça dans tous les autres documents. Mais comme je veux identifier les forces qui portent le changement, puis que c'est le monde, bien, il va falloir que je développe des connaissances sur le monde. Et on a trouvé 2 concepts pour ça. Le premier, c'est le potentiel d'intervention. Y a-t-il des gens qui sont capables de prendre des décisions sur le territoire? Alors, ici, on parle de la capacité de prendre et d'influencer localement des décisions d'orientation, de programmation, de réalisation. Y a-t-il des leaders? Y a-t-il de la gouvernance? Y a-t-il une capacité citoyenne? Y a-t-il des réseaux? Puis ça se matérialise dans des entreprises, des institutions, des groupes intermédiaires, des lieux de concertation, des lieux de participation. Y en a-tu? S'il n'y en a pas, là, ça va beau avoir un lac, puis une montagne, ça ne va pas lever. Puis une belle route, ça ne va pas lever du tout. Alors, il faut que les gens, au niveau local, puissent prendre des décisions eux-mêmes puis s'investir. Souvent, quand on fait le tour de ces éléments-là, bien, on trouve qu'il y a des déficits très importants. Et à ce moment-là, il faut être un petit peu plus humble et penser qu'il faudra être patient. Parce qu'il va falloir former des gens qui vont être capables de s'investir et de prendre des décisions. Comment est-ce qu'on fait pour identifier ça? C'est pas facile, hein, parce que vous êtes dans le mou.
c'est du qualitatif. Alors, on regarde dans les expériences passées, dans les événements passés, qu'est-ce qui est arrivé. Y a-t-il des gens qui sont passés au bâton quand il y a eu la dernière crise, le dernier événement? Qu'est-ce qui se passe au niveau culturel, s'il y a beaucoup d'activités culturelles? Y a-t-il des gens qui sont capables de se mobiliser pour prendre des décisions comme telles? Puis là, bien, avec ça, on est capable de se faire un petit portrait et du potentiel d'intervention. L'autre, c'est le potentiel de changement. C'est la petite expression que je disais tantôt. Est-ce que tout le monde dort au gaz ou si on a le goût de faire quelque chose? Alors, ici, on parle des valeurs, comportements, de développement d'une communauté, ainsi que les compétences collectives et individuelles de la population. Alors, tantôt, je parlais de leader, d'entrepreneur, d'acteur, etc. Ici, je parle de leadership, d'entrepreneurship, je parle de savoir-faire individuel et collectif, de culture d'innovation, d'ouverture sur le monde et au monde, de sentiment d'appartenance, de cohésion, coopération, solidarité sociale, pragmatisme politique. Ça, le pragmatisme politique, c'est faire les choses avec le minimum d'énergie, des bonnes choses. Alors, vous savez que dans les petites collectivités, des fois, c'est difficile, le pragmatisme politique, parce que les villages, depuis 5 générations, ils chicanent, alors tout d'un coup, il faut qu'ils collaborent. Alors, il y a des efforts, mais ça se fait en ville, ça se fait partout. Alors, vous avez là 2 éléments du capital stratégique qui sont qualitatifs. Là aussi, on va le voir, on va évaluer ça en allant étudier des expériences passées. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que les gens se sont investis? Même si là, ça va l'air à grouiller, est-ce que les gens sont capables de s'investir s'ils ont une cause, s'ils ont quelque chose qui élève? Si vous n'avez pas cette information-là, ça ne vous donne rien d'avoir un beau diagnostic avec des statistiques qui mettent en évidence que les gens sont pauvres, pas instruits, etc., tout ça, si vous ne connaissez rien de cette population qui devra se prendre en main. Alors, il faut faire l'effort de l'entrer dans tous les diagnostics, dans toutes vos études. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas avoir un plan qui va en tenir compte. Parce que quand on fait un plan ou un projet qui est basé sur un diagnostic local, bien, je veux dire, les données que vous ramassez téléguident ce que vous allez faire. Alors, s'il n'y a pas de données qualitatives qui s'adressent aux gens que vous voulez transformer pour qu'ils s'autodéveloppent, bien, vous n'aurez pas d'éléments dans le plan qui va s'adresser à cette dimension-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne se fera rien. Mais ça veut dire que les agents qui sont bien rodés, intuitivement, vont faire le travail, etc. Mais il est plus difficile d'apprendre et de tirer des leçons quand on improvise ou on travaille avec l'intuition. Tandis que quand on le sait, donc on peut se remettre en cause. Ce sont pour moi, ça me semble extrêmement important. Si vous, dans vos diagnostics, vous ne considérez que des éléments quantitatifs, vous allez rapidement être confiné à des indicateurs qu'on revoit un petit peu partout, qui vous donnent une lecture intéressante, mais vous n'aurez pas les moyens de dire ici, ça va prendre plus de temps que là. Donc, si j'ai un projet, il faudrait que mes agents de développement soient patients, qu'on leur donne le temps, que je ne les évalue pas à la fin de l'année sur des résultats trop quantitatifs, parce que pour ce cas-là, ça va prendre plus de temps. Donc, on va lui demander un rapport narratif qui va venir nous raconter ce qui s'est passé. On trouvera d'autres façons de se rapporter comme tel. Alors, c'est très important. L'input, je veux dire, impose l'output. Ce qui m'amène au résultat, l'output. Alors, évidemment, si je me donne une vision plus globale, plus humaine de la réalité que je veux changer, à la fin, si je veux évaluer mes résultats, il faudra que je m'adresse à tous les éléments que j'ai soulevés. Je ne peux pas avoir juste des petits indicateurs qui sont limités et des indicateurs à court terme. Donc, je devrais vouloir évaluer la capacité de maintenir et d'améliorer le cadre de vie, le niveau de vie et le milieu de vie de la collectivité. On parle de développement durable, etc. Il y a différentes dimensions, il faut pouvoir y arriver. Le maintien et l'amélioration de la capacité citoyenne de la collectivité. On veut que les gens se prennent en main. Fondamentalement, ça repose sur la capacité citoyenne des gens, pas juste de 3-4 acteurs qui sont particulièrement entreprenants. La capacité d'accéder aux ressources de l'État. Dans beaucoup de collectivités, étonnamment, les gens ne savent pas comment faire pour accéder au programme de l'État. Ça les gêne, ils ont peur d'avoir l'air fou. Et puis, si l'agent de développement est moins disponible, bien, il attend. Alors, on paye des taxes pour ça. La capacité de prendre des décisions localement et de changer
On a dit qu'il fallait évaluer ça au départ. Est-ce qu'on a amélioré la capacité des gens de se prendre en main, de prendre des décisions, de pouvoir s'aventurer collectivement sur des terrains qui sont un petit peu plus difficiles parce qu'on parle de développement? Alors, l'efficacité du dispositif de gouvernance et d'intervention utilisé pour accompagner les efforts de développement. Puis, la capacité de résilience face à l'adversité. Des problèmes, il va toujours en avoir. Alors, dans le passé, comment est-ce qu'on a fait face aux problèmes? Dans le futur, est-ce qu'on est capable de mieux faire face aux problèmes qui vont arriver? Est-ce qu'on est plus agile comme tel? Alors, voilà une liste d'éléments. Si je n'ai pas d'indicateur pour mesurer ça, je ne saurais pas, puis je ne pourrais pas apprendre. Je ne pourrais pas savoir si ma collectivité a développé des capacités d'autodéveloppement qui lui permettent d'être un partenaire riche et intéressant au niveau de son développement. C'est un petit peu mécanique ce que je vous dis. Ça touche peut-être plus le travail des gens qui font les politiques puis des agents de développement, mais ce sont des grains de sable dans l'engrenage qui font que, même si on a de beaux énoncés comme ceux que j'ai présentés au début, à la fin, on répète toujours les mêmes choses parce qu'on ne se donne pas l'information préalable pour être capable de s'engager dans des dimensions qui sont plus humaines. Tout le monde sait que le développement local, c'est un phénomène humain. Tout le monde sait que, dans le fond, il faut changer les personnes, il faut que les personnes se changent. Mais là, si je n'ai pas d'information sur cet élément-là, comment est-ce que je peux agir intelligemment? Comment est-ce que je peux amener les gens à apprendre, de faire prendre conscience qu'ils changent et qu'ils apprennent? Alors, c'est essentiel dans la démarche. Et c'est toujours un peu énervant quand on commence. Tous nos projets actuellement qu'on fait, nous, on commence par évaluer le capital stratégique, c'est-à-dire les forces qui portent le changement. Et puis, en général, nos partenaires, ils sont bien... Au début, ils sont emballés, après ça, ils viennent tout croche. Parce qu'on est dans du souple. Et puis, ça prend du temps. Quand je vous dis que ça prenait du temps, connaître une collectivité, ça ne se fait pas, là. Je pars un mois, là, puis... je vais faire le tour, puis là, je reviens. Non, ça veut dire prendre un peu plus de temps, revenir, réfléchir, discuter, retourner, laisser les gens parler, apprendre comment les gens pensent pour que je puisse décoder les messages qui me passent, qui sont si clairs quand je connais le code, mais qui sont si nébuleux quand je ne sais pas où aller. Alors, on me dit que c'est le temps, et je suis rendu. Alors, conclusion, ce que je vous ai passé comme petit cadre de référence, même si c'est partiel, ça ne permet pas d'expliquer la réalité ni de prédire des comportements. C'est un modèle exploratoire. Ça permet d'explorer des réalités, les explorer de façon organisée. Alors, ça permet, c'est ça que je vous dis que ça permet d'apprendre. Alors, si ça permet d'apprendre, c'est que le modèle peut critiquer votre façon de faire les choses, mais le modèle aussi peut être critiqué par le terrain que vous étudiez en disant qu'il n'est pas assez riche, il faudrait que j'ajuste les outils, que je fasse des choses, et puis on peut s'enrichir comme tel. Alors, c'est un modèle qui est beaucoup plus souple, il est beaucoup plus humble que certains autres modèles. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Prévost. Merci. Merci. Vous pouvez rester là parce que certainement que des gens vont vouloir poser des questions. Je vous rappelle que nous avons 2 personnes qui sont dans la salle avec micro. On va prendre un bon 5 minutes pour poser des questions ou émettre des commentaires à l'égard de ce qui vient d'être dit par M. Prévost. Donc, oui, il y a déjà quelqu'un? Bon, est-ce que... Oui? J'étais contente d'entendre une conférence sur le développement local. Je viens d'une municipalité qui a connu une dévitalisation rampante, des décennies d'histoire. Et quand je suis arrivée à la mairie, je me suis bien demandé qu'est-ce que je vais faire avec ça parce que le diagnostic était catastrophique. Et au fil du temps, des échecs, parce que des échecs, on en a eu, puis des grands, qui a fait que les gens se sont dit, on n'est pas fait pour le bonheur chez nous. Et au fil du temps, j'ai abandonné l'idée d'avoir un gros parc industriel puis une grosse entreprise qui venait d'ailleurs, rien que pour avoir quelques esclaves pour travailler pour eux au salaire minimum. J'ai abandonné l'idée. Et je me suis tournée vers des concepts de développement local. Ce que j'ai appris dans le développement local, et on a plein de projets qui sont en train de se réaliser, c'est que qu'à la base de tout développement local, je vais faire comme Mme Bolduc, j'ai pris les 3 B. D'abord, la beauté. On ignore à quel point un village, parce qu'on avait une rue, nous autres, tellement dévitalisée que l'Irak
C'est à rien à côté de chez nous. Alors, on a fait ce qu'on appelle rue principale. Et on a revitalisé ça avec l'aide d'un programme que Gaétan, je ne sais pas si c'est encore là, mais ça s'appelait Réno Québec, où il donnait 10 000 $ par bâtiment qui se rénovait. Et la rue a tellement changé, la ville a emprunté un demi-million pour le faire, qu'aujourd'hui, cette rue-là là, est d'une beauté faramineuse, au bord de la mer. Et, tranquillement pas vite, tout le monde a voulu embellir. La beauté. Et moi, je me suis dit, si la beauté, ça attire tant les gars, vous savez, les belles femmes, là, à une belle ville, là, c'est comme une femme. Et j'ai dit, ben moi, je vais continuer sur la beauté. Et là, j'ai commencé à travailler mes coins de rue, les couleurs, puis les enseignes, puis on va enlever les panneaux commerciaux dans les rues. Puis en tout cas, on travaille avec le ministère des Transports pour revitaliser l'autre rue, parce qu'il y en a deux. Alors, la beauté, ça marche. Bravo. Merci. Mais le troisième, attendez, mes deux autres B. Et celui-là, là, vous allez être content, ça s'appelle le BIB, le bonheur intérieur brut. Je suis en train de travailler avec un CCTT, un centre de transfert technologique de Carleton, du cégep de Carleton. On est en train de regarder comment, dans les projets qu'on va innover, comment on va être capable d'induire du bonheur. Ça, là, savez-vous qu'au bout de temps, c'est devenu la règle. Ils font du BIB. Ils cherchent à savoir comment, en faisant des projets et en développant, on rend les gens heureux. Et le troisième, c'est le bien-être. Et le bien-être, ça va avec les gens ont besoin de choses. Exemple, ils ont besoin d'un médecin. Ou ils ont besoin d'une école pour envoyer leur enfant. Ils ont besoin d'une garderie. Bien, il faut développer ça. Ça s'appelle les services de proximité. Et pour moi, le développement local, c'est 3 assises, c'est ça. Hein? La beauté, le bonheur et le bien-être. Merci, madame. Pouvez-vous répéter le nom de votre village? Sainte-Anne-des-Monts, en haut, Gaspésie, ville de montagne et de mer. BBB. Bien, vous avez tout à fait raison. Et moi, je retiens une phrase que vous avez dite tout à l'heure, M. Prévost. J'ai beau être une montagne, j'ai beau être un lac, j'ai beau être une rivière, ça ne fait pas de moi une région touristique. Et vous êtes la preuve, justement, qu'en faisant du développement local, vous pouvez amener votre région à être une région touristique, finalement. Alors, merci infiniment. Oui, madame. Oui, j'ai beaucoup aimé... Votre nom? Oui, excusez, Valérie Laberge du Bas-Saguenay-Charlevoix. En fait, vous avez beaucoup parlé que le développement local passe par, justement, changer et éduquer nos communautés. Je suis une fervente croyante de ces paroles. Puis vous avez aussi dit que ça prend du temps, et c'est ce que je répète tout le temps, faire ça, ça prend du temps. Un des défis qu'on a dans nos communautés, c'est qu'il existe des gens ailleurs dans la province, dans le monde, qui peuvent nous aider et qui savent comment faire. Et ces gens-là, quand ils débarquent dans nos communautés rurales, trouvent que c'est donc bien long avant qu'on apprenne et qu'on fasse ces choses-là. Donc, disent, on va le faire à votre place et on va vous aider à le faire parce que moi, je suis capable de vous aider d'aller plus vite. Et c'est un gros défi qu'on a, les communautés, de résister à ça parce que ces personnes-là, quand elles partent, on ne sait pas éduquer et on ne sait pas, on n'a pas appris par nous-mêmes comment le faire. Et quand ce savoir-là part, on n'en sort pas grandi. Et c'est vraiment le défi avec lequel il faut se battre constamment lorsqu'on veut appliquer ce que vous venez de dire, dont je crois avec ferveur. Merci beaucoup. Est-ce que... Oui, monsieur? Oui, merci. Alors, bonjour, monsieur Prévost. Alors, mon nom est Michel Adrien. Je représente l'Association des CLD du Québec cette fois-ci. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais le chapeau de maire de Mont-Laurier, vous vous rappelez? Alors donc, on m'a fait signe que je n'aurai pas beaucoup de temps, donc j'aurai une question très rapidement. J'ai bien apprécié votre concept de capital stratégique. Je pense que c'est un concept qui a beaucoup de sens et qui nous permet de comprendre les processus de développement de manière plus... je dirais, de manière plus fine, disons ça comme ça. Mais la question que je voulais vous poser est la suivante. Comment on peut concilier souvent les attentes de résultats qui doivent se faire dans l'immédiat, là on pousse pour avoir des résultats, et ce processus-là qui semble commander je dirais, un horizon temporel beaucoup plus éloigné. Souvent, les décideurs que nous sommes, là, on veut des résultats à court terme, puis le monde aussi veut voir des changements et des résultats. Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question-là.
Vous avez soulevé un défi extrêmement important. Et c'est plus difficile. Une partie de la raison que je donne toujours ces mêmes conférences-là, c'est pour essayer de passer mon point, pour que les gens y adhèrent. Mais il y a des petits trucs aussi. C'est lorsqu'on a une vision à long terme du développement, je veux dire, on peut avoir une vision mieux organisée de la façon dont on porte le développement. Alors, il faut avoir un portefeuille de projets. Il y a des petits projets qui donnent des petits succès, puis des projets à moyen terme qui vont des succès plus importants, puis il y a des projets à plus long terme qui vont être portés par ces éléments-là. Il faut célébrer les petits succès à court terme qui peuvent être des activités culturelles, des activités sportives, des choses qui peuvent paraître banales. Tu sais, dans le village, on a reconstruit le dépanneur, là, puis on a fait une coopérative, c'est le fun, puis on a regroupé 3 ou 4 autres services. Bien, en termes de développement économique, c'est 0. Alors, parce que ce n'est pas porteur d'effet de développement, mais c'est par contre porteur de milieu. Et pour faire du développement, après ça, ça prend un milieu. Donc, tu fais ça, tu construis là-dessus, etc. Tu crées un milieu de vie. Bon. Et puis peut-être qu'un jour, il y aura des entreprises d'économie sociale qui viendront créer des emplois. Il y aura peut-être aussi des entrepreneurs qui lanceront des entreprises parce que le milieu de vie va être plus intéressant. Mais il faut en parler, puis il ne faut pas être gêné. Parce que aussi, nos élus ont des mandats de 4 ans. Il faut qu'il y ait quelque chose à dire. Sans ça, ils ne seront plus des élus. Alors, donc, il faut alimenter, c'est la logique, il faut alimenter aussi le discours des élus et il faut avoir vraiment ce portefeuille de projets. Ça peut aider. Ce n'est pas une grosse recette, mais gérer intelligemment, ça fait toujours quelque chose à dire puis ça permet de se péter les bretelles régulièrement. Merci beaucoup, M. Prévost, de votre exposé qui a été fort intéressant. Encore une fois, je vous rappelle que nous avons une trentaine de personnes qui sont en web diffusion. Alors, si aussi, chez vous, vous avez des questions à poser, ne vous gênez pas. Nous allons transmettre ces questions ou encore ces commentaires. Alors, merci infiniment, M. Prévost. Ça a été très, très intéressant.